agrégée d'anglais en exercice et j'ai fait des études littéraires puisque j'ai fait une hypocagne et une cagne, donc j'ai toujours griffonné, j'écris depuis très très longtemps, depuis que je suis jeune, et ce premier roman en fait est né d'une série de notes et d'observations que j'ai prises à partir de mon lieu de travail où j'ai été, donc un lycée en l'occurrence, où j'ai été témoin du harcèlement de plusieurs collègues, d'un harcèlement très sévère par le chef d'établissement qui a conduit certains soit à quitter le lycée, soit à la dépression grave, à la limite du suicide. Donc j'ai compilé des notes, des carnets, et puis un jour j'ai eu l'idée de rassembler toutes ces notes en fait, et mon compagnon les a lues et m'a dit qu'il y avait peut-être matière à faire quelque chose, et donc un peu en cachette, un peu dans mon dos, il a tout retapé, ce que j'avais finalement écrit, il a envoyé à différents éditeurs. Et voilà, j'ai eu 2 réponses favorables, donc oui, pour ce qui est un premier roman, et j'ai choisi L'Harmattan. Et ce qui est incroyable, c'est que vous êtes dans la célébrissime collection Écriture, qui est vraiment un gage de qualité. Alors évidemment, ce roman, vous venez de l'évoquer, aborde un sujet extrêmement douloureux, celui du harcèlement, de la dépression, et notamment aussi celui de l'éducation dans ses plus difficiles travers, car il est question donc d'un chef d'établissement. Ici, c'est une femme qui va harceler une de ses enseignantes. Ça va être le sujet principal, mais évidemment, elle ne sera pas la seule victime de ce bourreau, et vous avez choisi d'utiliser la première personne du singulier. C'était pour montrer aussi de l'intérieur ce que pouvait ressentir le personnage, et aussi donc se mettre dans ses chaussures, si j'ose dire, et aussi montrer combien avec le jeu on peut témoigner différemment. Oui, c'est vrai, c'est ce que vous avez dit me paraît une très très bonne analyse. En fait, j'ai voulu, à partir de ce que j'avais vécu, un peu me réapproprier, j'allais dire cet événement, c'est un mot bien plat, mais ce drame, parce que drame il y a eu plusieurs fois. Et en fait, le jeu m'est venu naturellement. La narration à la première personne m'est venue très naturellement. Je pense que j'ai voulu faire aussi un roman assez allégorique, dans la mesure, par exemple, où le nom de tous les personnages qui sont dans le livre sont des noms qui sont tous des noms allégoriques. Elle s'appelle Emma parce que c'est quelqu'un d'aimable, elle s'appelle Délicieux parce que c'est une jeune prof très compétente, très perfectionniste, très attachée à son métier, également très fragile parce qu'elle est mal entourée dans sa vie familiale. Et la directrice est désignée par la lettre N, qui est aussi la lettre du titre. Et bien sûr, à cause de l'homophonie avec la N, H-I-N-E. Mais tous les personnages ont un nom qui est vraiment, de nature allégorique. Je pense par exemple à l'une des meilleures amies d'Emma, le personnage qui est harcelé, qui s'appelle Clémence, parce qu'elle essaie de temporiser, de mettre justement un peu de calme dans tous ces événements douloureux, d'aider sa collègue. Je crois qu'en fait c'est une histoire malheureusement qui de nos jours touche tout le monde. C'est vrai qu'on parle beaucoup de harcèlement au travail. Il existe aussi le harcèlement dans le couple. C'est un sujet assez récurrent. C'est pas du tout pour ça que je l'ai fait. C'est pas du tout par mode. C'est parce que vraiment ça s'est imposé à moi. Et je pense que même si on n'était pas nous-mêmes certains profs harcelés, de s'être trouvé plongé dans cette ambiance pendant des années, ça fatigue et ça perturbe aussi. Voilà, même les gens qui sont pas directement en ligne de mire. Alors c'est assez cathartique aussi pour moi d'avoir écrit. D'où le jeu, je pense. Oui, et ce qui est aussi très bien dans votre ouvrage, c'est que vous ponctuez la narration par des poèmes, là encore de votre plume, et qui donne aussi beaucoup de relief au fond, car telle une bouffée d'oxygène, on respire, mais le contenu du poème n'est pas forcément pour nous permettre d'alléger le propos. Non, ça n'allège pas le propos. Je pense que le poème, ça correspond vraiment à une sorte de monologue intérieur d'Emma, le
vraiment descendre au tréfonds j'allais dire, de son cœur, quoi, de ce qu'elle ressent. C'est collé directement à la pensée du personnage, beaucoup plus que la narration en prose ou les dialogues. Alors, pour revenir au personnage, donc il y a cette fameuse Madame N, directrice d'établissement. Alors, dès les premières lignes, on comprend de quel individu il s'agit, un peu d'elle-même. Cette femme a tous les caractères physiques d'un monstre, sur pied, avec ce physique que l'on qualifie donc de bulldog, qui a fait des études extraordinaires, première dans tout, qui sait tout, qui est avide dans le sens où il faut qu'elle dévore tout. D'ailleurs, il est question lors des repas à la cantine, elle prend la parole, avec évidemment la nourriture dans la bouche. Enfin bref, rien n'est épargné. C'est un personnage assez monstrueux, et qui donc fait sa loi dans l'établissement, et évidemment il ne faut pas être sur son passage, et sauf que cette personne a évidemment le don, un talent pour brouiller les pistes, faire monter les gens les uns contre les autres. Une défiance va naître entre les professeurs, les élèves. Et ce qui est incroyable, c'est que ce personnage a en plus la machine de l'éducation nationale derrière elle. C'est-à-dire que dès que un professeur veut contrer ce diktat, eh bien on renvoie ce professeur dans les cordes. Oui, alors je pense que vous décrivez parfaitement. Tout ce que j'ai écrit là n'est que une représentation, une métaphore de la réalité. La réalité était beaucoup plus violente que ce que j'ai écrit, puisqu'à partir du moment où il y a écriture, il y a distance. Mais tous ces détails sont absolument vrais. C'est-à-dire que la description du personnage, c'est la personne qui a vraiment sévi. Ses tics comme ceux de la cantine dont vous avez parlé, c'était comme ça. Son désir de s'imposer coûte que coûte aux autres, c'était comme ça, etc. Donc, je vous dirais même que je me suis un peu limitée dans ma description en me disant c'est pas possible, ça va faire trop. Mais la réalité était bien pire que cette fiction-là. Alors, quant à la machine de l'éducation nationale, c'est comme dans une grosse administration privée, comme dans une grosse société, c'est-à-dire c'est une structure pyramidale, donc tout le monde se renvoie la balle, on n'arrive pas forcément à joindre les gens, quand on les joint, c'est jamais les bons, il faut monter plus haut dans la hiérarchie, mais alors les gens sont plus disponibles, et puis même quand on arrive à taper au bon endroit, j'allais dire après des mois et des mois d'efforts, c'est pas très bien vu, quoi. Ça fait désordre de parler de tout ça. Donc finalement, les responsables, en tout cas les administratifs haut placés, ont plutôt tendance à dire bon, écoutez, ça va pas, mais on va pas trop ébruiter tout ça. Voilà, on va vous envoyer un médiateur. D'ailleurs, j'ai écrit un passage sur la médiation où elle embrouille tout le monde parce qu'en fait, c'est son caractère d'embrouiller. Elle fonctionne comme ça. C'est pour ça qu'elle est dangereuse, parce que c'est vraiment Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Elle a deux visages et elle peut aussi montrer son très très bon visage. En l'occurrence, il s'agissait vraiment d'une personne perverse au sens, j'allais dire, psychiatrique du terme. Et j'ai mis deux exergues. J'ai mis une phrase qui est tirée de Si c'est un homme de Primo Levi, que tout le monde malheureusement connaît, mais une citation moins connue de Gilles Deleuze dans Logique du sens, qui dit que le monde pervers est un monde sans autrui, donc sans possible, et c'est vraiment exactement ça. C'est-à-dire que les gens sont des objets, sont des marionnettes, que ce soit les autres adultes de l'établissement, que ce soit les élèves, absolument n'importe qui. Elle a besoin d'un bouc émissaire parce que c'est ce qui l'a fait vivre elle, et pas se déprimer, et donc elle en chope un, j'allais dire presque au hasard, encore que, bon. Et puis, à partir de là, cette personne ou ces personnes, elle n'a de cesse de les manipuler et de les détruire. Voilà. Et ce qui est bon, on va pas raconter la fin de l'ouvrage, mais il y a une certaine espérance. Excusez-moi, je n'entends plus rien. Vous m'entendez là ? Allô ? Est-ce que vous m'entendez ? C'est très brouillé.
Ah, et très, là, très brouillé. parce que Non moi plus. je vous entends très bien. Ah bah c'est Ah tant oui, mieux. moi pas du tout. Alors, en fait, est-ce que bah, vous me dites hein, si vous m'entendez plus, hein, n'hésitez pas à me Je ne couper. peux pas vous entendre. Je ne peux pas vous allô, allô. entendre. Bah mince. Oui. Alors. Est-ce que Pouvez-vous peut-être... Vous m'entendez mieux là? Non, je ne vous entends pas du tout. Ah bah c'est bien ennuyeux. Alors bah dans ce cas-là, je vais envoyer une musique et je vous rappelle et on va faire un nouvel essai Entendu. parce que j'avais pas fini l'entretien donc c'est un peu Entendu. ennuyeux. À tout de suite. D'accord. Dis-moi alors. On va prendre l'antenne avec notre invitée Victoria Claire. Oui, allô, allô. Victoria Claire. Allô, allô, allô. Oui. Oui. Alors, je vous entends toujours très bien. Alors, je ne sais pas si de votre côté... Pour l'instant, ça va. Oui. Très bien. Alors, je rappelle pour nos auditeurs, vous êtes l'auteur de Haine comme nuit, à retrouver aux éditions de l'Harmattan. C'est un sujet très grave hein, qui est donc le thème de ce roman, de ce premier roman. Et ce que je voulais évoquer avec vous, donc c'est ce côté donc très difficile lorsqu'on est dans la machine de l'éducation nationale, mais que à la fin de l'ouvrage, il y a une certaine espérance Oui. avec ce personnage d'Emma qui tente de se reconstruire et de l'autre côté on voit ce directeur d'établissement, cette directrice d'établissement qui elle est bien là encore hein, malgré ce qui va se passer, parce qu'il va y avoir évidemment un passage juridique hein, dans le roman, va réussir quand même à rebondir. Et c'est ça qui est assez incroyable avec ce type de personnage, c'est que quoi qu'il arrive, il s'en sort toujours. Oui, c'est totalement vrai. C'est une personne qui a été remutée dans un autre lycée d'Île-de-France et qui a recommencé exactement de la même façon. Et elle a donc été remutée après avoir été de nouveau en procès dans l'établissement où elle a été mutée après celui que je décris dans mon livre. Et finalement, on lui a même confié on l'a éloignée de chez elle, mais on lui a confié des établissements, des lycées plus gros, plus importants, et donc elle a gagné plus d'argent. Et elle n'a jamais été déboutée. Et elle est en train d'aller tranquillement jusqu'à la retraite. Voilà. C'est ça qui est incroyable, c'est que ce n'est vraiment plus de la fiction dans votre roman, non. C'est que c'est presque en deçà de la réalité, et on se dit mais quelle injustice, car justement la justice a tranché, et que malgré tout, elle s'en sort encore mieux. Oui. Oui. En fait, la reconnaissance en justice, alors là, je me permets peut-être de le dire pour des auditeurs qui vivraient des situations du même type dans leur milieu professionnel. Je pense que si les gens ont la force de le faire, il faut vraiment aller en justice parce que c'est la façon de faire connaître ces situations-là et ça permet aussi aux gens de se reconstruire. C'est-à-dire que même si ce chef d'établissement a continué sa carrière, en fait, le personnage harcelé ou dans la réalité la personne harcelée ont pu commencer vraiment à se reconstruire quand la justice a été dite en leur faveur. Et c'est pas le peu d'argent qui est mis en jeu, c'est vraiment la prononciation d'un jugement qui reconnaît le harcèlement, qui permet à la victime de se reconstruire totalement, c'est-à-dire de voir qu'elle a été reconnue comme victime. Et mon personnage se reconstruit comme ça parce que finalement, elle a été reconnue comme victime. Voilà. Oui, d'ailleurs, c'est d'autant plus important qu'on découvre au cours de la lecture que ses proches, que ce soit donc son compagnon et sa famille, ses parents, ne sont pas forcément les premiers à témoigner de leur accompagnement, de leur soutien. Au contraire, on a presque l'impression qu'elle est doublement victime car ils ont tendance à dire mais non, c'était toi qui l'a cherché ces ennuis, c'était toi qui montre une certaine faiblesse devant un tel individu. Non, c'est trop gros, etc., etc. Et on se met à la place, on a envie de hurler, de taper contre les murs et de se dire non, il existe des gens cruels tels que cette directrice d'établissement et ces profs qui ont cette vocation d'enseigner, d'être avec les jeunes, de transmettre et qui donc vont être broyés et qui derrière cela, on risque de tout arrêter.
Oui, alors en fait, la conséquence d'un harcèlement aussi dur que celui que je décris, c'est vraiment, soit on part, là il se trouve que le personnage ne part pas, parfois on ne peut pas partir pour des raisons familiales, parce qu'on habite pas loin du lycée, qu'on ne peut pas non plus tout abandonner, mais bref, je pense que quand la personne qui est harcelée entre en dépression, elle en parle tout le temps, ça devient obsessionnel, parce que véritablement ça la hante, ça la détruit, et pour l'entourage, ça devient aussi insupportable. Donc si l'entourage n'est pas en béton, finalement l'entourage baisse les bras, alors soit par découragement, soit parce qu'on comprend plus ce que raconte l'autre, soit parce qu'on en a marre, soit parce qu'on a des préoccupations personnelles. Si le couple, par exemple, n'est pas en béton, comme c'est le cas dans mon roman, c'est fatal au couple. Donc finalement, c'est la double peine, c'est exactement ça, quoi. Oui, c'est vraiment le cercle vicieux. Oui, mais c'est comme ça. Enfin, ce que j'ai vu ressemblait beaucoup à ça. Oui. Et puis là encore, on se dit qu'après le départ de cette directrice, le lycée va se remettre debout, va se reconstruire, se refaire une santé. Et là encore, dans votre ouvrage, c'est pas encore ça. C'est pas gagné, quoi. Non, voilà, la tendale blanche est passée, la reconstruction derrière va prendre du temps et à laisser des cicatrices et des séquelles longues à... Ouais. Ouais, je ne veux pas raconter l'un des derniers chapitres. Oui, voilà, mais c'est pour expliquer aux auditeurs que ce n'est pas un roman avec un happy end comme on aime les avoir. Il y a un vrai réalisme et on se dit qu'il ne faut pas laisser faire ce type de comportement. Au contraire, il faut se battre et surtout ne pas baisser le regard, car votre personnage de directrice vraiment va me hanter moi aussi, car lorsqu'on va la voir au cours du roman, donc s'exposer dans la rue, dans sa ville, on a envie de lui jeter comme dans les pires périodes du Moyen-Âge, des œufs pourris à la tête. Eh bien non, au contraire, telle une poule, elle se vante dans les rues de ce comportement, alors qu'on a envie justement de tirer sur elle, tellement elle donne envie de vomir, et c'est incroyable, c'est ce type de personnage qui arrive toujours à rebondir, et on se met à la place de ces personnes victimes et qui continuent donc à être terrorisées par cet individu dans votre roman. Et d'après ce que j'ai compris, le personnage qui l'a inspiré dans la réalité est tout aussi terrible. C'est évidemment un roman assez sombre, mais qui est très donc réaliste, très vrai. J'ai cru comprendre que vous étiez à l'écriture d'un second roman. Le sujet sera peut-être un peu plus léger. Non, je pense pas. C'est un roman d'amour, mais je pense pas que ce soit forcément très très léger non plus. Mais un roman d'amour, ça évoque aussi d'autres notions. Oui, ça évoque d'autres notions, mais en fait, il y a aussi de l'amour là dans Haine comme nuit, parce qu'il y a quand même des gens qu'on n'attend pas et qui vont tendre la main et qui vont essayer à leur façon de faire quelque chose, même si ça peut paraître un peu trop peu ou un peu dérisoire. Mais oui, l'amour, je trouve, c'est une étiquette assez vague, somme toute, et voilà, c'est pas forcément gagné non plus, quoi. Et dans ce second roman, donc il sera question d'amour. Est-ce qu'on peut avoir quelques idées de la sortie Non, absolument pas, parce que il se trouve que j'ai maintenant un plein temps en lycée à l'heure actuelle. Donc, ça prend beaucoup de temps. Et je travaille beaucoup, je fais beaucoup de choses. Donc moi, il me faut une grande disponibilité dans ma tête, pas seulement une disponibilité en temps, mais dans la tête pour écrire. Et véritablement, je me mets aucune pression. Voilà, ça se fait comme ça se fait. Là, j'ai écrit en gros un premier jet. J'ai réécrit 11 fois Haine comme nuit, quoi. D'accord, 11 fois, oui, effectivement, ça a demandé beaucoup de... Donc voilà, le premier jet, ça donne juste une idée de ce vers quoi on va à travers son écriture, mais c'est vraiment une forme vraiment très très primaire, et il faut beaucoup, il y a beaucoup de travail, quoi. Il n'y a pas que l'idée, que le sujet, mais après il y a énormément de travail, et donc il faut du temps. Voilà, il faut du temps et de la disponibilité, mais je pense
quatrième que j'ai tracé simultanément. Donc voilà, là je me donne le roman d'amour comme but. Voilà. On attend cela avec impatience. Et pour celles et ceux qui nous ont suivis, je rappelle le titre de votre roman N, c'est N comme nuit. C'est paru aux éditions de l'Harmattan. Est-ce qu'on pourra vous croiser lors de dédicaces, salons à venir ou Oui, c'est tout à fait possible. Il faut que je me penche simplement un petit peu pour voir si ça correspond aux disponibilités que mon métier m'offre aussi. Voilà. J'imagine qu'on pourra retrouver cette actu si vous êtes présent dans des librairies, etc., sur le site des éditions de l'Harmattan. Oui. Et puis j'espère vous croiser autour de ce roman ou d'un prochain qui, j'espère, ne va pas trop tarder, car ce qui est ennuyeux quand on a un premier roman, c'est qu'on s'attache aux auteurs et puis après ils disparaissent si longtemps. Ah, pas forcément. Non, mais je veux dire, ils disparaissent trop longtemps à mon goût. Et parce que souvent, oui, un premier roman, ça demande un tel investissement que le second, on veut le faire aussi bon. Et forcément, le bon, ça mérite un temps de maturation. Et forcément, quand on est lecteur, on s'impatiente très très vite. Donc, j'invite tous les auditeurs à découvrir ce premier roman de Victoria Claire, N comme nuit. C'est paru aux éditions d'Harmattan dans la très belle collection Écriture. C'est un gage de qualité. Merci à vous et puis on vous souhaite une excellente fin d'année dans votre métier d'enseignante, mais aussi dans celui d'écrivain. À bientôt. Et pareillement, merci. Merci, au revoir. Au revoir.